Jean-Marie Rouher, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Ne pars pas avant moi, un roman autobiographique qui est paru aux éditions Gallimard. Alors, dans ce roman, vous revenez avec humour au jeune homme que vous étiez à 17 ans, naviguant entre échecs scolaires et sentimentaux, mais que des rencontres marquantes et une culture générale nourrie de nombreuses lectures vont aider à aller vers ses idéaux jusqu'au sacre de l'Académie française. Alors, avant tout, ce très beau titre, Ne pars pas avant moi, il a été inspiré par l'un de vos amis, presque un guide pourrait-on dire, dont vous faites le portrait en filigrane dans ce livre. Il s'agit de Jean d'Ormesson. Alors ce titre, comment s'est-il imposé lors de l'écriture de ce livre ? Eh bien, il s'est imposé parce que, au cours de l'écriture de ce livre, il m'est arrivé une chose très banale. J'ai failli mourir. Ça arrive à des tas de gens, très bien. Et au même moment, Jean d'Ormesson était très gravement malade et il m'a adressé un message « Ne pars pas avant moi ». Et comme il était question de lui dans ce livre et qu'il a beaucoup compté dans ma vie, eh bien j'ai décidé d'appeler le livre « Ne pars pas avant moi ». Ce livre qui est une forme d'autobiographie. J'ai appelé roman parce que j'ai essayé de ne garder dans ses souvenirs que ce qu'il y avait de romanesque. Voilà, des moments romanesques. Et donc, c'est un livre qui oscille entre ce que vous évoquiez, la période où tout allait mal, quand j'avais 17 ans, et où j'étais à la fois très mauvais en classe. Il y a beaucoup de mères de famille qui viennent me voir pour me dire « Pourriez-vous me dire, j'ai un petit dernier qui travaille très mal en classe, comment on fait quand on travaille mal en classe pour entrer à l'académie ?» Eh bien, je leur dis, lisez ce livre. Eh bien, donc voilà, je suis un miraculé de la culture générale. C'est-à-dire que c'est grâce à ces lectures, à cette passion que j'ai eue pour la littérature et qui m'a fait rencontrer des gens tout à fait extraordinaires, dont Jean d'Ormesson, eh bien que j'ai réussi un peu à maîtriser ma vie, qui au départ était très mal partie. Mais la littérature m'a inculqué des valeurs élevées. Et m'a permis, au fond, de donner un sens à ma vie, pas seulement un sens esthétique, mais elle a suscité ma vocation pour essayer, je ne dis pas d'égaler les grands auteurs que j'aimais, ça je ne crois pas que je puisse les égaler, les Tolstoï, les Balzac, les Stendhal, mais en tout cas de ressentir ce qu'eux-mêmes avaient ressenti. Voilà, de faire partie de cette famille des gens qui écrivent. Alors oui, le personnage que l'on découvre au fil des pages, c'est véritablement un jeune homme passionné de littérature et qui va avoir un destin véritablement romanesque. Alors, dans quelle mesure est-ce que ce sont justement ces très nombreuses lectures qui vont lui permettre et qui vous ont permis de vous forger peut-être une vie parallèle qui a nourri votre propre vie jusqu'à la rendre romanesque ? C'est vrai que j'ai toujours vécu dans l'espoir d'avoir une vie romanesque. Rien ne me paraissait pire que d'avoir une vie ennuyeuse, une vie plan-plan, où il ne se passe rien. Et quand j'avais 17 ans, où je ratais tout, en plus j'étais complètement fauché, et je vivais dans une famille où les gens étaient tous très riches. Ma grand-tante, qui était la fille d'Hubert Morisot, avait des manets sur les murs, mon grand-père avait des coraux sur les murs et des Renoirs, le portrait de ma grand-mère par Renoir. Et moi j'étais complètement fauché, je vivais dans une chambre de bonne, et une chambre de bonne qui sentait un peu le graillon, parce que la voisine faisait cuire des poissons, c'était épouvantable. Donc dès que j'avais une petite amie qui venait, j'étais obligé de m'enduire de vétiver ou d'allumer des bâtonnets d'encens. Donc j'étais complètement fauché. En plus, mon premier roman a été refusé par 13 éditeurs quand j'avais 20 ans. Donc vous voyez, tout allait mal. Tout allait mal et je rêvais à une vie où je rencontrerais des gens exceptionnels. Et c'est pourquoi j'ai choisi très vite le journalisme. Et grâce au journalisme, j'ai saisi toutes les occasions, et même en dehors du journalisme, de voir des gens exceptionnels. Et ils m'ont aidé à construire ma vie. C'est grâce à eux que j'ai construit ma vie. Et donc je leur rends un peu hommage. Mais attention, je leur rends un hommage qui est de parler d'eux, d'essayer de les comprendre. Mais il n'y a pas de flagornerie. Je ne sais pas de voilà.
Et sur cet épisode un peu dramatique de ma vie, je n'ai pas essayé de faire le pathétique. J'ai essayé d'employer, je ne suis pas juif, mais j'adore l'humour juif, comme Romain Gary, et j'ai essayé d'employer ce sourire, cet humour sur les souffrances. Justement, cet humour, il est très présent tout au long du roman, dans tous les épisodes que vous racontez. Comment est-ce qu'on arrive à prendre une telle prise de distance par rapport à ce qu'on a vécu? Et est-ce qu'elle est nécessaire pour écrire, cette prise de distance? Pas forcément pour écrire, mais elle est nécessaire pour vivre tel que je conçois la vie. Et vous savez, et là, Jean d'Ormesson m'a beaucoup aidé. Ça a été un formidable professeur de vie. Et c'est-à-dire que je partage cette forme d'esprit avec Jean d'Ormesson, qui est à la fois d'être formidablement dans le présent et d'être, je ne dis pas dans l'éternité, mais d'avoir une distance extraordinaire vraiment avec ce qui se passe. C'est-à-dire quand quelque chose m'arrive, à la fois quand c'est quelque chose de douloureux, quand une femme me trompe, parce que je parle beaucoup des femmes dans ce livre, et surtout des femmes qui se comportent très très mal. Mais je ne me comporte pas mieux. Et eh bien, je crois qu'il y a à la fois un double mouvement, qui est ce mouvement de souffrir, et d'essayer de comprendre sa souffrance, d'essayer de trouver justement dans la lecture des gens qui ont vécu les mêmes souffrances. C'est ce qui est merveilleux dans la littérature, c'est ce partage extraordinaire qui va de toutes les époques. Et puis en même temps, il y a ce sentiment, au-delà de cette souffrance propre, se dire qu'on appartient à quelque chose de beaucoup plus immense, qui est un océan, avec des vagues qui nous amènent jusque dans l'Antiquité, à Cicéron, à Ovide, à vraiment, et même aussi à d'autres écrivains japonais, chinois, Kawabata. Et c'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, on a une distance vis-à-vis de soi-même et on sourit de ses propres malheurs. Parce qu'on se dit, bah, c'est le lot de l'humanité, de souffrir. Et le propre de l'écrivain, son très grand privilège, c'est que cette souffrance, il évite qu'elle se soit un gâchis. Parce que c'est vrai que quand on a souffert, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est toujours de mauvaises raisons, eh bien, c'est un gâchis. Et l'écrivain réussit à transformer ce gâchis en œuvre d'art. Ce qui fait que vous avez de merveilleux passages de Proust sur cette femme qu'il quitte dans La prisonnière, enfin, il y a beaucoup d'exemples. Et c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est que ça permet de réorchestrer sa vie en tirant du malheur de la beauté. Alors, votre livre nous offre de nombreux sauts dans le temps pour rencontrer des personnalités que vous nous présentez à travers des portraits ciselés, mais aussi pour revisiter des scènes marquantes de votre vie. L'une d'elles, c'est votre élection à l'Académie française en 1997, après vous être présenté 5 fois. Comment est-ce que vous l'avez vécue, cette élection? Est-ce que c'est une consécration ou est-ce que c'est juste une étape dans la vie d'écrivain où on est de toute façon en constante recherche? Vous savez, c'était surtout très romanesque. C'était extraordinaire de me retrouver à l'Académie française et je me pinçais quand j'étais intronisé parce que je pensais à mon bac raté, je pensais à mes études foireuses. Et puis je pensais à tous ces gens que j'avais rencontrés à l'âge de 20 ans. Donc Jean d'Ormesson, Michel Déon, Henri Troyat, tous ces écrivains qui me paraissaient tellement inaccessibles. Et le fait de les avoir retrouvés me paraissait un miracle. Vraiment le miracle dont je parlais tout à l'heure, le miracle de la culture générale. Et donc c'était vraiment quelque chose d'irréel. Et j'adore les moments irréels. Cela dit, moi je n'ai jamais considéré l'Académie, même si je me suis présenté 5 fois, comme Victor Hugo, je vous le signale, eh bien j'ai jamais considéré l'Académie comme une consécration littéraire. J'avais envie d'y être, parce que j'avais envie de retrouver les écrivains que j'admirais. Mais quand j'ai été élu, on m'a dit alors vous êtes heureux? J'ai dit non, je suis inquiet. On m'a dit mais pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai dit je suis inquiet parce que j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Le malheureux Balzac n'a eu que 2 voix. Donc vous voyez, là encore, j'ai savouré le bonheur d'être élu, un peu vanité, hein, c'est normal. Et en même temps, la distance, et je me suis dit, oui, mais il y a tellement de génies qui n'ont pas été élus, alors qu'est-ce que ça signifie? Voilà, j'ai relativisé.
Alors, on a commencé cette interview en parlant de Jean d'Ormesson, qui a une place extrêmement importante dans ce livre, dans votre vie, dans votre vie d'écrivain aussi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de votre amitié, de ce qui vous lie Alors, quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ans, et lui, moi je le connaissais, lui ne me connaissait pas, parce que j'étais amoureux d'une jeune fille, ce que je raconte dans ce livre, et que la famille aimait beaucoup Jean d'Ormesson. Et alors que ma famille me repoussait, moi qui n'avais aucune des qualités de Jean d'Ormesson, qui lui était agrégé de philosophie, qui était aristocrate, qui avait beaucoup d'avantages que je n'avais pas. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'était de rencontrer, de voir un écrivain vivant dont je lisais les dédicaces. Et c'était surtout une conception de la littérature qui est celle qui était la mienne. J'avais envie d'être écrivain, mais pas seulement pour être un écrivain ennuyeux, poussiéreux, qui fait bâiller les gens. J'avais envie d'un écrivain qui fait danser la vie, qui est un écrivain qui enchante la vie. Voilà. Et ça m'est resté, et c'est vrai qu'à son contact, non seulement parce que sa présence, tout le monde le sait, parce que maintenant c'est un personnage très public, est extrêmement agréable, mais en plus j'ai énormément ri avec lui. J'ai ri même des choses graves, et il m'a énormément apporté. C'est vrai, il m'a encouragé dans les périodes difficiles. Quand je n'arrivais pas à écrire, entre 20 et 30 ans, je n'arrivais pas à écrire. Et puis après, c'est vrai qu'il a embelli ma vie, parce que sa présence, c'est formidable. Moi, c'est ma conception, si vous voulez. C'est une conception un peu grecque. Vous voyez, la Grèce antique, on est là, on est au maillot de bain, presque, quelquefois pas au maillot de bain du tout, à poil, sur une plage, et puis on parle de livres qu'on a aimés, de Balzac, de Stendhal, de Jean-Jacques Rousseau, de Chateaubriand. Et puis on rit, on s'amuse. Vous voyez, c'est ça qui est formidable, c'est la vie. Moi, ce que j'ai aimé dans la littérature, c'est qu'elle me donne plus d'intelligence de la vie, qu'elle rehausse la vie et qu'elle donne de l'esprit à la vie. Parce que très souvent, la vie manque d'esprit. On le voit bien autour de nous, quand on écoute les conversations qui sont tellement tristes, tellement au ras des pâquerettes, et encore les pâquerettes, je suis gentil pour les pâquerettes parce qu'elles sont merveilleuses, mais vraiment au ras du sol. Et la littérature, ça donne, si vous voulez, des ferments d'intelligence, mais d'intelligence supérieure. C'est qu'on se hisse à un autre niveau qui confine à la spiritualité. Voilà, des choses, ça élève l'âme.